Aziz, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes français, vos parents sont marocains. Vous revendiquez votre double culture comme une richesse. Bien évidemment, c'est une richesse d'avoir deux cultures, d'en avoir trois, d'en avoir quatre parfois. Comment ça? Lorsque vous avez une culture régionale, une culture nationale, que vous êtes issu d'un couple parfois mixte, Oui. c'est une chance de pouvoir avoir accès à d'autres formes de culture, de comprendre peut-être un petit peu mieux le monde et la manière dont il fonctionne. Alors vous, qu'avez-vous de marocain et qu'avez-vous de français? De marocain, ce qu'a pu me transmettre mes parents, c'est peut-être la valeur de la famille, beaucoup, qui se perd un petit peu plus aujourd'hui en Europe et dans le monde occidental d'une manière générale. La valeur du travail, beaucoup. Ah, c'est pas que marocain, et vraiment, puis, ça à la botte. Un petit peu plus, la valeur de l'étranger qui vient travailler en France, la valeur du travail est beaucoup plus forte aussi. Et puis peut-être un peu ce côté fataliste, le mektoub, qui aide un petit peu à mieux vivre parfois lorsqu'il y a des coups durs qui arrivent. Mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, parfois ça empêche d'avancer aussi, la fatalité. Ça peut empêcher d'avancer. Dans mon cas, ça m'aide à avancer et surtout à mieux encaisser les coups. Ah oui? Oui, c'est toujours la manière dont on peut percevoir les choses, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Vos parents ont la même perception que vous du monde, de la vie? De la vie, non, parce qu'ils n'ont pas vécu dans le même endroit, ils n'ont pas grandi avec les mêmes espérances, les mêmes rêves. Ils sont arrivés, comme beaucoup d'étrangers dans les années 70, avec un rêve, celui de trouver un travail, avec une image de la France, tout à l'heure on en parlait, de cette ancienne colonie. Le cadre était très clair, ils venaient travailler, ils devaient rentrer chez eux après, la France était d'accord pour les accueillir, il y avait du boulot, ils retournaient chez eux après. Mais quand les parents donnent un prénom, vous appelez Aziz, Ça veut dire chéri en arabe. Bah oui, mais je veux dire, ça marque aussi une personnalité, le prénom. Ah bien sûr, Écoutez, c'est la première chose qu'on nomme. J'ai besoin d'amour d'abord, avec un prénom comme ça. Et puis surtout, bien évidemment, ça marque, ça rappelle un petit peu qui on est, d'où on vient. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, cette schizophrénie que parfois on peut retrouver chez les gens qui ont une double culture, moi je l'ai réglée très tôt, tout simplement en ayant un petit peu, j'aime bien dire que je suis capable de dire nos ancêtres les Gaulois et mes ancêtres les Berbères. C'est-à-dire être capable de dire il y a une partie de moi que je porte qui est l'héritage de ce pays, de son histoire, et de par mes racines, je viens d'ailleurs. En même temps, c'est pas qu'une force, cette double culture, parce que vous dites que ça vous a permis d'être plus proche de toutes les minorités. Bien sûr, lorsqu'on est victime de discrimination et qu'on discute, et que je discute avec une femme qui me parle de machisme, qu'elle galère pour trouver un boulot, qu'elle est obligée d'en montrer 3, 4, 5, 6 fois plus au niveau des résultats, qu'on lui pardonne beaucoup moins qu'à un homme, bien sûr que je me sens beaucoup plus proche d'elle. Lorsqu'un handicapé est en fauteuil roulant, qu'il m'explique que c'est difficile pour lui, qu'on le perçoit, qu'on le regarde, qu'il se sent stigmatisé, bien sûr que je me sens beaucoup plus proche de lui et que je le comprends. Donc c'est vrai que finalement, vis-à-vis de toutes ces minorités, parfois, on a des points communs. La courroie de transmission aussi, je vois et j'écoute Aziz, c'est le langage. Je trouve que vous exprimez magnifiquement bien en français. Et ça, c'est aussi une force. J'y étais à l'école, là. Je sais. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on avait le regard de nos parents, avec ce fameux accent, vos parents aussi, certainement, les miens, qui parlaient comme ça et tout, déjà, ça suscitait déjà un rejet, le rejet du langage. Et là, je trouve que toute cette génération, aujourd'hui, de jeunes maghrébins issus de la seconde génération, qui s'expriment, qui sont... Et d'ailleurs, on parle tellement peu de ceux qui sont avocats, qui sont médecins. Alors, ils sont des chefs d'entreprise. Ben oui, mais ils existent. Et alors, ce qui est marrant, puisqu'on parle des médias, les médias ont tendance un peu, je veux dire, dans l'inconscient collectif, à rejeter un peu cette évidence. On les voit peu à la télévision. Ils ne sont pas trop exposés. Est-ce qu'il n'y a aussi pas un racisme, aussi une forme de racisme intellectuel ? Bah sans doute. En tout cas, il y a aussi un racisme social. Vous qui êtes chef d'entreprise à Mantes-la-Jolie, vous êtes un exemple de réussite. Est-ce que finalement, quand on réussit, quand on est bien habillé, quand on a tous les codes sociaux de la moyenne bourgeoisie, c'est pas plus facile d'être accepté? Non, mais Smaïn a dû l'entendre plusieurs fois. Vous n'êtes pas un arabe comme les autres, parfois. Ouais, c'est ça. Vous êtes toujours très surprenant. Alors, c'est vrai que parfois, c'est ébahi. Mais vous êtes chef d'entreprise et vous venez de Mantes-la-Jolie. Et comme si, dans cet endroit, on ne pouvait pas produire aussi du beurre de qualité. Il y a aussi toute cette perception qu'on peut avoir parfois sur le fait de sortir d'une banlieue et de se dire « Ah ben vous travaillez, vous avez cette valeur de travail ». Et tous les clichés qui sont colportés, parfois un petit peu trop par les médias et par la colonne fait divers de certains journaux qui sont un petit peu trop grosses à mon goût. Pascal Blanchard, vous êtes en train actuellement de réaliser un documentaire sur les Noirs de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que la réussite sociale peut faire changer les préjugés ?
Bizarrement, oui, d'une certaine manière, mais pas tout de suite. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'en même temps, il déclenche de la jalousie. C'est-à-dire deux choses. C'est d'un côté, par rapport aux racistes, il est vraiment en train de prendre le travail des Français. En plus, à Mantes-la-Jolie, et il a des jolis costumes. Donc ça peut déclencher aussi, alors démontrer que les racistes avaient raison de ne pas laisser la place à ces autres qui viennent. Et de l'autre côté, il est l'exemple emblématique qu'on montre certainement pas assez pour ces gamins qui se posent des questions dans ce pays, de leur légitimité, leur devenir, comment ils pourraient réussir malgré le fait d'envoyer 10, 20, 30 CV, que c'est possible. Donc il y a une double réponse. Il est à la fois essentiel de donner des exemples, des modèles, on en parlait tout à l'heure ensemble, des modèles de référence, des héros positifs qui nous ressemblent tous et avec qui on peut tous s'identifier. Et puis il y a l'idée aussi de se décomplexer. Oui. La chance que j'ai eue, entre parenthèses, ma réussite, c'est que j'ai totalement décomplexé. Il était hors de question que je me situe comme un étranger dans mon propre pays. La langue, la culture m'a énormément aidé. Souvent, quand j'avais des conversations avec les gens, quand Aziz, par exemple, quand une personne nous attaquait sur notre faciès et tout, le fait de savoir répondre en français, avec une dialectique bien portée, je pense que ça pouvait aussi déstabiliser. Bon, Sophie Cadalen, quand on se fait insulter comme ça, vulgairement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut contre-attaquer? Est-ce qu'il faut se fédérer? Smaïn vient de le dire, c'est le langage, la grande force. L'insulte, c'est du mot. On doit répondre par du mot. C'est le mot, la force. Et quand j'entends, par exemple, dans des sorties de collège ou lycée d'endroits à Paris de grande mixité, voilà, où les enfants ont grandi les uns à côté des autres, arabes, jaunes, noirs et blancs, ils se traitent. Voilà, comme ils disent, ils se traitent. Mais ils n'ont pas de tabou, justement, pour se traiter. Quand ils disent sale nègre ou... Oui, tête de nem, espèce de breton. Enfin, j'ai entendu les mêmes choses, mises à égal. La région, la couleur, l'origine. Et ça, pour vous, c'est pas grave? Espèce d'Algérien. Ah, pas du tout. Parce qu'eux le disent. Ils rigolent, ils se donnent des coups dans les côtes, ils se marrent. Ils n'ont pas peur des mots. Ils se servent. Alors, on aurait pu dire, tiens, espèce de blonde ou espèce de grande, ou dis donc, t'es un peu boulotte. On n'appelle pas ça le racisme. Quelquefois, ça titille un peu notre susceptibilité. Mais on a le droit de mettre des mots sur les choses. Et quand on entend comme ça des enfants qui se charrient les uns les autres sur ce qu'ils sont, sur ce qui les fait remarquables les uns par rapport aux autres, là, on est vraiment dans une discussion. Là, on est vraiment dans un partage. Quand j'étais môme, on me demandait « T'es français ?» Et je répondais toujours par humour « Je suis moitié français et poitiers arabe. » Pascal Blanchard, est-ce qu'un monde idéal, ce serait un monde sans stéréotypes? Non, ce serait infernal. Ah bon? Un monde sans stéréotypes, en fin de compte, ce serait infernal. Imaginez que nous n'ayons aucune idée reçue sur personne et que tout le monde se pense pareil et se regarde sans stéréotypes. Mais on s'ennuierait. Le stéréotype est dangereux quand il devient hiérarchie, quand il globalise l'autre dans son identité, quand il dit tous les Noirs sont comme ça, tous les Noirs seront comme ça. Mais on peut rire de tout. Mais heureusement qu'on peut rire de tout. Mais en même temps, c'est tant mieux parce que ça nourrit vos spectacles, les stéréotypes et les idées reçues, Smaïn. Oui, moi j'en ai ri. J'en ai ri aussi par douleur aussi. C'est mon palliatif. Ce soir, par exemple, je me suis baigné un peu dans cet univers, je me suis énormément cultivé. Je pars et je vais essayer de transmettre maintenant à mes enfants. Smaïn, je rappelle que votre dernier spectacle est sorti en DVD. On en a vu des extraits tout à l'heure. Mon dernier avant le prochain. Merci beaucoup pour votre participation éclairée. De votre invitation. Alors, pour conclure, sachez qu'en 2050, du fait du métissage et de l'immigration, les Blancs devraient être pour la première fois égalitaires avec les autres ethnies aux États-Unis et qu'après, ça va s'inverser. Fini la Maison Blanche, ce sera la Maison Noire. Et ben voilà. Donc au pire, il suffit donc d'attendre. 50 ans. Le racisme va s'éteindre à force de métissage et donc d'amour. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur France 2. Je vous retrouve dans 15 jours. Nous allons parler des tabous du plaisir féminin. Bonsoir. Merci beaucoup.